présenté par Sergi Akodiam, qui est intitulé « Évaluation autochtone comme approche systémique d'évaluation de la complexité, des exemples pratiques de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine ». En mobilisant les contributions d'Eval Indigenous, les apports de Made in Africa et les données communautaires sur la santé, nous aborderons avec Serge ensemble des défis et les opportunités d'une transformation des pratiques évaluatives à partir d'expériences du terrain, à partir d'un vécu. Alors, Sergi Akodiam, c'est un évaluateur qualifié et bilingue. Il est le vice-président de IDEAS, co-président de Eval Indigenous, ancien président de AFREA, l'Association africaine d'évaluation, et co-président du comité de coordination d'Eval Partners. Avec plus de 20 ans d'expérience, il travaille comme expert international et professeur invité. Il a dirigé beaucoup d'évaluations multithématiques en Afrique, en Europe, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie. C'est pour cela que je le shake là. Chaque fois que je le vois, je ne lui demande pas d'où est-ce que tu viens. L'essentiel que tu es là avec nous. Alors, il a écrit et il est co-auteur de plusieurs ouvrages, des kits de formation, plusieurs rapports et articles. Je vous demanderai de lui mettre le grappin dessus, qu'il ne vous échappe pas, parce qu'il est il est sur tous les continents. Le deuxième sous-thème, développé par Sokeina Ouetraogo, intitulé « Quel savoir compte ?» C'est une interrogation. Elle fait donc une revue exploratoire des types de données mobilisées dans des évaluations communautaires en santé sexuelle et reproductive. Elle interrogera à travers ce sous-thème la légitimité des savoirs qui sont issus des structures communautaires telles que les Badjenogor ou bien les associations, les ASPC, les agents de santé de base communautaire. Alors, elle aura certainement à expliciter un peu ce concept dans les évaluations en santé sexuelle et reproductive, en montrant comment leur intégration peut enrichir les approches systémiques et participatives de l'évaluation. Soukaina, elle est consultante indépendante en Monitoring, Evaluation, Research and Learning. Elle est spécialisée en santé sexuelle et reproductive, genre et engagement des jeunes. Elle est titulaire des certifications IBDET, ITC, ILO et IDB Anvers. Elle mène des recherches actives au sein de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers sur le pouvoir décisionnel, les problématiques genre à partir des données DHS. Elle est également coprésidente du groupe de travail jeune de l'Association sénégalaise d'évaluation. Elle est coordonnatrice donc de ce groupe thématique et également membre du réseau de suivi et évaluation, le REBUS. Enfin, notre troisième panéliste, Daouda Zongo, nous partagera avec nous son analyse de l'intégration des indicateurs communautaires dans l'évaluation des programmes et des projets. C'est un retour d'expérience qui nous va nous plonger au cœur du Sahel burkinabé, où des communautés locales ont défini elles-mêmes des indicateurs d'évaluation qui sont liés à la paix, à la prévention de l'extrémisme violent. Ce travail remet en question donc les standards qui sont imposés et illustre de manière concrète comment les indicateurs communautaires peuvent rééquilibrer les relations entre les parties prenantes, redonner sens à l'évaluation dans des contextes, complexes. Alors, Daouda Zongo, il est consultant senior en suivi-évaluation, fondateur et manager de Daras Consulting. Il est également responsable du suivi-évaluation au sein de l'association Centre écologique Albert Schweitzer et membre du réseau burkinabé de suivi-évaluation, économiste planificateur et titulaire d'un master en gestion de projet. Daouda Zongo cumule une solide expérience dans le suivi-évaluation, les enquêtes, les évaluations de projets humanitaires et de développement. Et enfin, votre serviteur, modérateur, Abdelaziz Khan, juriste de formation, titulaire d'un master professionnel en management public et gouvernance, obtenu auprès de l'Université Senghor d'Alexandrie, certifié également PMP,
consultant et formateur en management de projet, planification, gestion, suivi, évaluation et capitalisation. Plusieurs années d'expérience dans le renforcement des capacités des cadres en Afrique, au Sénégal et en Afrique. Actuellement vice-président du RFE, du Réseau Fort Confort d'évaluation, président sortant de l'Association sénégalaise d'évaluation, également enseignant au CESAC et à l'École supérieure d'économie appliquée. Alors, nous allons donc partager les différentes présentations de nos panélistes à raison de 10 minutes par panéliste. Nous allons grignoter dans ces 10 minutes. Si on peut le faire en 7 minutes, ce serait bien. 10 minutes était le temps initial qui avait été prévu, mais compte tenu du retard que nous avons accusé, je demanderai à nos panélistes s'ils peuvent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, éminent Abdelaziz. C'est toujours un plaisir de t'écouter. Et surtout dans la modération des sections, surtout dans l'espace francophone. Nous nous posons tellement de questions sur comment gérer la complexité. Et comme disait, je dirais, un gradient du savoir, la réponse essentielle, c'est que nous laissons la solution qui est tout près pour chercher des solutions complexes et parfois même impossibles. C'est comme ça que je voudrais introduire l'évaluation autochtone culturellement adaptée. Parce que de plus en plus, nous les chercheurs, on s'égare pour chercher autre adaptation qui parfois s'éloigne de notre contexte. Brièvement dit, l'évaluation autochtone culturellement adaptée s'appuie sur 3 aspects. Le premier aspect cherche à expliquer l'adaptation, n'est-ce pas, des pratiques d'évaluation pour respecter et surtout intégrer les connaissances locales. Parce que lorsqu'on n'intègre pas les connaissances locales, on fait ce qu'on appelle top-down, c'est-à-dire on veut importer des connaissances où les populations ne s'y retrouvent pas. Deuxième aspect, cette approche permet, n'est-ce pas, de reconnaître les contextes historiques et surtout, je pourrais dire, pas les traumatiques, les traumas ou bien les torts causés aux communautés, mais permet également de donner une place à ces communautés pour des réparations afin de renforcer l'inclusion. Parce que l'essentiel, c'est avoir une communauté inclusive qui participe, n'est-ce pas, aux interventions développées. Enfin, peut-être pas le moins, peut-être très important, ça accorde la priorité à l'engagement communautaire, aux relations de collaboration et surtout l'inclusion des aînés et des gardiens du savoir. Et si on parle gardiens du savoir, ça entre dans la tradition beaucoup plus du sud ou africaine, où les gardiens du savoir ont un rôle très fondamental à jouer. Mais pour s'y faire, il y a des principes essentiels qui permettent, n'est-ce pas, de mener à bien cette approche de manière efficace. Le premier principe, n'est-ce pas, c'est des relations centrales. Donc l'approche est basée sur les collaborations entre personnes individuelles et aussi entre communautés. Parce qu'une intervention développée dans une communauté, comme nous savons d'habitude dans nos grosses méthodes, on cherche parfois d'avoir les effets indirects. C'est parce que les communautés, dans nos contextes, coexistent. Deuxième principe, c'est axé sur la communauté elle-même. C'est-à-dire que l'intervention doit être pour ceux pour lesquels nous avons développé le projet ou le programme. Au cas contraire, c'est pour ça que le critère de pertinence trouve son sens. Le troisième, c'est, n'est-ce pas, c'est une méthode basée sur les forces. On bâtit sur ce qui existe, les forces existantes, tout en considérant bien sûr les faiblesses de la communauté, mais les forces sont plus mises en avant. Ensuite, on met l'accent sur les approches de décolonisation. Au début, quand on commençait ce travail, il y a 6 ans bientôt avec Eva Engineers, on ne se comprenait pas. Il s'agit, n'est-ce pas, comment on dit en français, de déconstruire le langage de la collaboration, le langage de la politique d'intervention. Par exemple, on a vu récemment en Europe des agriculteurs gréver parce qu'ils n'étaient pas en accord avec la politique de financement. On a vu également des grèves, surtout ici en Afrique, où les populations ne se trouvaient pas dans les interventions, où on met don japonais, don chinois. Je me rappelle, je suis allé évaluer un programme au Soudan du Sud. Le préfet a enlevé le mot don sur le véhicule et mettre coopération, participation.
Donc, il faut déconstruire le langage pour que les gens s'y trouvent. Ensuite, c'est une approche qui interroge le passé pour construire l'avenir. Et enfin, l'autre principe, c'est une approche qui, n'est-ce pas, met le focus sur le respect des connaissances locales. Donc, bien sûr, l'approche a beaucoup de méthodes. Plusieurs méthodes existent. La question est là, c'est parce que beaucoup de méthodes ne sont pas publiées vers des canaux que nous connaissons. Et parfois, on fait des affirmations disant que non, cette méthode n'existe pas. C'est parce qu'on n'a pas la source de ces méthodes. Donc, il y a des exemples comme ce livre qui est très, très diffusé, que j'ai mis à côté. Donc, entre autres approches, n'est-ce pas, de l'évaluation autochtone culturellement adaptée, les approches participatives ne sont pas nouvelles. Vous voyez, ça interroge, n'est-ce pas, la collaboration et la participation. L'autre, les approches narratives, c'est-à-dire les histoires de faits. En anglais, on dit storytelling. On s'appuie sur les contes. C'est pour ça qu'on parle des gardiens du savoir. Et en Afrique particulièrement, en Afrique subsaharienne, beaucoup de connaissances sont chez les aînés et les anciens. Je me rappelle en 2016, on évaluait un grand programme UNESCO au Mali. On était content de voir les manuscrits anciens qui existent, qui datent des années 1400. Et ces manuscrits sont là et les gardiens du savoir les ont conservés. Ils vont les déconstruire bientôt. L'autre approche qui existe également, c'est que je voulais souligner, c'est les pratiques et les cérémonies traditionnelles. Parfois, quand nous voulons évaluer, et j'aime bien ce principe éthique des Nations Unies ou bien de l'OCDE, qui encourage de prendre en compte les pratiques existantes. Mais parfois, les évaluateurs, on passe à côté, on dit que ça nous perd du temps. On peut arriver dans une communauté qui a une cérémonie. Par contre, c'est le lieu d'apprendre beaucoup de l'intervention. Ensuite, les pratiques, les connaissances des aînés et de cadets, je ne vais pas là-dessus. L'approche grande s'appuie sur les études de cas. On fait cas par cas. Par exemple, si vous consultez le site d'Eva Indigenous, vous allez 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 Indigenous, vous allez
Dias,
De son intervention sur cette approche qu'il a décrite et dont il a partagé avec nous sa mise en œuvre dans les 3 continents, en Afrique, en Asie et dans les îles Pacifiques. Je vais donc, sans transition, demander à Soukaina de partager avec nous le sous-thème qu'elle a développé donc, pour ce panel. Donc, je suis consultante indépendante en évaluation et je travaille essentiellement sur des programmes en santé communautaire, en changement climatique, avec une attention particulière sur la portée équité et inclusion. Et aujourd'hui, je vous propose une réflexion ancrée notamment dans le champ de l'évaluation des droits en santé sexuelle et reproductive. Une question à la fois simple et essentielle traverse mon travail, à savoir quel savoir compte dans nos évaluations. Et en filigrane, finalement, qui décide de ce qui est reconnu comme une donnée probante légitime. Il existe un type de savoir situé, incarné et sensible, rarement considéré comme une donnée et qui n'a pas le même poids que des indicateurs chiffrés. Et cette différence de traitement n'est pas anecdotique. Elle renvoie à ce que la chercheuse Linda Smith décrit comme une hiérarchie coloniale des savoirs, c'est-à-dire une forme d'asymétrie entre les systèmes de connaissances où les savoirs communautaires, qui sont sensibles ou situés, sont souvent marginalisés au profit de savoirs dits objectifs ou universels. Donc, l'idée de départ est simple, mais rarement interrogée de manière frontale. L'idée est la question ici de savoir. En évaluation, on parle beaucoup de rigueur, de méthodologie, de fiabilité, d'objectivité. On construit des outils bien standardisés, on définit des indicateurs, on cherche à mesurer, comparer, agréger, et on est content, on est satisfait. Mais on s'interroge rarement sur la nature des savoirs que nous mobilisons réellement. Qui produit ces données ? Et quels savoirs sont considérés réellement comme valides? Et surtout, qui détient le pouvoir de décider ce qui est valide et ce qui ne l'est pas? Et ce sont des questions qui sont bien sûr politiques parce que finalement, elles révèlent les rapports de pouvoir qui traversent la production de données dans les évaluations. Et dans le champ des droits en santé sexuelle et reproductive, ces dynamiques sont particulièrement visibles parce qu'ici, on touche à des sujets assez intimes et tabous, comme mon collègue l'a mentionné tout à l'heure. Donc, les évaluations sont souvent conçues par des experts extérieurs, on le sait, financés par des bailleurs internationaux et structurées autour d'indicateurs fixés en amont. Donc, on parle d'approche descendante, non pas parce qu'elles excluent tout travail de terrain, c'est un faux débat. On sait qu'aujourd'hui, la plupart des évaluations ont bien un travail de terrain qui amène à interroger les populations locales, mais c'est surtout la question de savoir quels sont les cadres de référence, les critères de qualité et surtout la hiérarchie des preuves qui sont définies à distance des réalités vécues.
Pourtant, sur le terrain, les structures communautaires produisent une richesse de savoir qu'aucun tableau de bord ne peut capturer seul. Je pense ici notamment aux Badjenungor, qui sont ces marraines sociales qui, au Sénégal, repèrent les premiers signes de changement dans les attitudes des adolescents et des adolescentes. Je pense également aux relais communautaires, qui sont souvent les premiers à identifier les résistances ou les effets non intentionnels d'une intervention, ou encore les agents de santé de base communautaire qui accompagnent au quotidien les jeunes et les femmes et qui observent vraiment les micro-ajustements, les hésitations, les stratégies de contournement des bénéficiaires pour composer avec les normes sociales et les contraintes d'accès. Donc ces actrices de proximité, je dis actrices parce que la plupart du temps, dans le domaine de la santé sexuelle, ce sont des femmes. Ces actrices produisent bien un savoir qui est ancré, incarné et qui est relationnel, mais ce savoir reste marginalisé dans la plupart des systèmes évaluatifs. Ce savoir n'est pas traité comme une donnée à part entière, porteuse d'analyse ou de signal stratégique. Et c'est précisément cette hiérarchisation implicite des savoirs que je souhaite interroger ici. Et c'est une réflexion sur ce qu'on pourrait appeler un rééquilibrage épistémique, pour reprendre une idée développée par Boaventura de Sousa Santos, qui critique la nomenclature de la connaissance imposée par les savoirs dominants. Donc par rééquilibrage épistémique, qu'est-ce qu'on entend? Tout simplement, c'est une transformation dans la manière dont nous reconnaissons ou hiérarchisons ou utilisons les différents types de savoirs dans les évaluations. Concrètement, il s'agit de repenser l'évaluation comme un espace de pluralité de savoirs et non plus avec un seul type de savoir dominant. Donc cette perspective rejoint également les travaux sur les épistémologies situées qui ont été développés par des auteurs comme Sandra Harding ou alors Donna Haraway et qui nous rappellent que tout savoir est produit depuis une position sociale, culturelle donnée. Donc, autrement dit, aucun savoir n'est neutre, pas même celui de l'évaluateur. Dans le champ de l'évaluation, cette orientation est également portée par Michael Patton à travers ses travaux sur l'évaluation développementale, qui propose une évaluation souple, évolutive et ancrée dans les dynamiques du terrain, conçue pour accompagner des innovations en contexte complexe et qui s'appuie sur ce qu'on appelle des signaux faibles, qui ne peuvent être perçus que par des personnes qui vivent sur le terrain, par l'apprentissage continu et les savoirs émergents. Et donc, c'est finalement reconnaître l'expertise qui existe au sein des communautés et faire en sorte que ces savoirs qui sont issus des communautaires ne soient pas seulement de simples illustrations ou de simples encadrés de citations qu'on retrouve ça et là dans des rapports d'évaluation, mais que ces savoirs soient conçus comme une base légitime pour comprendre, décider et transformer. Donc, dans les pratiques évaluatives, ce que j'ai pu observer, c'est que certaines formes de données dominent nettement. Ce sont des données dites objectives, fiables, mesurables, avec des indicateurs issus de rapports d'activité ou de bases de données comme des HIS2, d'enquêtes quantitatives ou d'outils de services de suivi standardisés. Elles sont valorisées pourquoi? Parce qu'elles sont facilement comparables, elles sont facilement standardisables, elles sont facilement exploitables. Et souvent, c'est elles qui structurent nos matrices logiques, nos cadres de résultats ou nos grilles de performance. Mais à côté de ça, il existe toute une autre constellation de savoirs qui sont sûrement plus discrets, mais tout aussi cruciaux. Et ces savoirs sont produits dans l'action quotidienne par l'observation, les conversations, les micro-événements. Imaginez par exemple, dans un cadre rural, un agent de base de santé communautaire qui vient de délivrer une activité autour des violences basées sur le genre. Quelque temps après, une jeune fille revient voir cet agent et lui pose des questions en lui demandant mais finalement, Tata, est-ce que tu es sûre que ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai? Est-ce que vraiment, si mes parents décident de me marier de manière précoce, est-ce que c'est illégal, etc. Ce genre de conversation semble anodine et ne seront pas comptabilisées ni notées à côté des indicateurs. Mais finalement, ce moment est tournant. C'est un moment qui signale finalement un déclic cognitif, émotionnel, et c'est un début d'appropriation de ses droits par cette jeune fille. C'est un indicateur de transformation culturelle qui précède souvent l'action visible,
comme le refus clair d'un mariage ou la dénonciation d'une violence. Donc ce signal ne sera ni collecté, ni valorisé, ni utilisé. Pourquoi ? Parce qu'il est dit subjectif, contextuel, situé, parce qu'il vient d'un savoir communautaire, incarné, et non d'un système formel de mesure. Et pourtant, ce sont ces savoirs qui alertent tôt sur les dynamiques de changement ou de résistance. Ce sont ces savoirs qui permettent d'affiner les lectures de contexte et qui complètent, voire corrigent certains chiffres. Donc cela révèle une hiérarchie implicite de savoir, encore une fois, ce que les ASBC, les Bajengor ou les relais communautaires savent sont véritablement des savoirs, mais ne sont pas traités au centre des données légitimes. Et c'est ce qu'on appelle une invisibilisation structurelle des savoirs de proximité dans l'évaluation. Donc, face à l'invisibilisation persistante des savoirs communautaires, il devient essentiel d'agir. Comment ? D'abord, il faut tenter de rendre visible l'invisible par des instruments, parce que les instruments standards ne parviennent pas à capter une partie du réel, que par contre, les structures communautaires, elles, sont mieux positionnées à percevoir en premier. Ça va être le cas, par exemple, d'une adolescente qui, pour la première fois, contredit un discours sexiste dans une causerie. Ça va être la mère qui, pour la première fois, va demander des informations de contraception, mais cette fois-ci pour sa fille. Ça va être un prestataire de santé qui, après eu une formation sur les accueils bienveillants, va modifier l'organisation de sa file d'attente pour garantir la confidentialité des adolescentes, par exemple. Toutes ces données-là, ce sont des données qui ne sont pas mises à leur juste hauteur. Ça va aussi permettre d'enrichir nos analyses, puisque ce sont souvent les récits, les journaux de terrain de ces agents communautaires, les observations croisées des relais communautaires qui mettent en lumière les contradictions. Et enfin, ça va permettre de repolitiser l'évaluation, puisque l'évaluation n'est jamais neutre, elle reflète des choix, parfois implicites, et il est important d'en avoir conscience. Donc je vais sauter rapidement sur les recommandations. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant de faire ? C'est co-construire les questions évaluatives avec les communautés, en premier. Ensuite, former les actrices et acteurs communautaires à la documentation de leur savoir. Ensuite, mettre en place des outils simples pour consigner ces savoirs situés. Et enfin, plaider pour la reconnaissance institutionnelle de ces savoirs. Donc, en conclusion, revaloriser les savoirs communautaires, c'est bien plus qu'un geste symbolique. C'est redéfinir en profondeur ce qui compte dans une évaluation. C'est sortir du monopole du chiffre, non pas pour le rejeter, mais pour rééquilibrer les rôles. Et à travers cette réflexion, j'ai tenté de montrer que l'évaluation peut être un espace d'écoute, de dialogue et de réciprocité. Et je terminerai avec cette citation attribuée à Albert Einstein et qui résume avec simplicité mais justesse la tension qui nous traverse ici, à savoir, ce qui compte ne peut pas toujours être compté et ce qui est compté ne compte pas forcément. Merci. Vous constaterez qu'il y a un décalage entre donc, la présentation et le contenu de son intervention. J'espère que tout à l'heure, lors des échanges avec le public, elle aura à entrer en profondeur sur un certain nombre de préoccupations relatives au sous-thème qu'elle vient de développer. Donc nous allons, il est 12h10, 12h05, nous allons donc donner la parole à Daouda Zongo pour intervenir sur le sous-thème qu'il nous propose dans le cadre. Merci bien, éminent modérateur Abdelaziz et également à mes copanélistes. Alors, moi, je vous propose donc de réfléchir sur cette problématique qui est affichée sur le tableau et si l'évaluation cesse d'être un outil d'importation pour devenir une voie d'émancipation. Donc, à travers une analyse des indicateurs générés par les communautés, donc leur intégration dans l'évaluation des projets et programmes. Nous savons bien qu'en Afrique, de façon générale, les évaluations sont édictées, sont dominées par des standards qui sont imposés par les bailleurs, les partenaires techniques et financiers, donc à travers des indicateurs standards. Alors que dans la réalité, ces approches, certes, elles sont assez rigoureuses en matière d'approche, en matière de méthodologie, mais elles sont par moments déconnectées ou éloignées des résultats ou des réalités locales.
Donc, ce qui met en exergue en fait un fossé entre les indicateurs standards et aussi les expériences des communautés. Alors, dans tous les cas, ce qui est amené à réfléchir ici, c'est donc de décoloniser en fait l'évaluation. Il faut remettre les communautés au cœur de la mesure pour faciliter une acceptabilité des résultats en fait des évaluations. La question qui se pose, c'est quelle est la légitimité des indicateurs communautaires? Comment est-ce qu'on pourrait donc valoriser l'expertise communautaire? C'est en cela que je vous propose un retour d'expérience sur une étude que nous avions conduite dans le Sahel au Burkina en 2019. Donc, une étude qui visait de façon globale à générer des indicateurs communautaires donc sur les thématiques de l'extrémisme violent et de la paix. Donc, c'est en situation réelle en 2019, si on se souvient bien. Mais notre présentation ici donc, vise quand même à montrer l'apport de ces indicateurs-là dans une évaluation plus inclusive, mais aussi de valoriser l'ancrage dans les dynamiques locales. La méthode par laquelle nous avions en fait conduit cette étude, elle était assez qualitative et participative. Donc, qui peut être résumée en 3 grandes étapes. Au départ, c'est des focus group que nous avons animés avec des groupes de jeunes et de femmes, donc désagrégés selon le genre et l'âge. Nous avons eu 4 groupes de focus, des groupes qui ont concerné des jeunes de moins de 35 ans, des jeunes hommes de moins de 35 ans et des jeunes femmes de moins de 35 ans, et d'autres groupes qui ont concerné des femmes adultes et des hommes adultes de plus de 35 ans. Alors, ces groupes-là, dans l'animation, on est arrivé donc à faire identifier les indicateurs communautaires par ces groupes que nous avions compilés, nous avions consolidés pour une deuxième phase. La deuxième phase, c'était donc la validation de ces indicateurs-là. Et à cette phase de validation, il faut noter l'ajout d'autres groupes, parce que là, nous avions pris 4 groupes au départ, mais nous avions ajouté 4 autres groupes qui n'avaient pas participé à ces premiers focus group. Question justement que ces indicateurs reflètent le mieux la réalité en fait de ces communautés sur les thématiques de l'extrémisme violent et donc de la paix au Burkina. Alors, les résultats de façon globale qui sont sortis de ces échanges, ce n'est pas exhaustif, parce que là, ce n'est pas tous les résultats que je voudrais faire savoir, mais c'est surtout peut-être par moment l'écart qu'il pourrait avoir entre les indicateurs communautaires et les indicateurs standards que nous voulons mettre en exergue. Pour la thématique de l'extrémisme violent, vous allez voir que les indicateurs standards préconisent quand même qu'on évalue cette thématique-là, notamment sur les indicateurs, le taux d'incidence, sur le nombre d'attaques, le nombre de victimes qu'on observe. Alors qu'au niveau des communautés, oui, pour eux, il y aurait eu extrémisme violent parce qu'ils entendent des armes qui frappent tous les jours. Il y a la fermeture des écoles, des CSPS, des lieux publics, des mairies et autres. Il y a le déplacement de populations. Certes, c'est des perceptions, mais qui nécessitent quand même d'être prises en compte. Pour la thématique, par exemple, de la paix, les indicateurs standards recommandent qu'ils soient évalués, donc ce thème de paix-là, notamment à travers le taux de retour des déplacés, l'indice de gouvernance, les accords signés. Alors qu'au niveau donc, des communautés, pour eux, il faut les évaluer. Il faut évaluer la paix sur la question de la réouverture des services publics, l'accessibilité en fait des services publics, la cohésion communautaire, il faut qu'on les retrouve, la fréquentation des lieux de culte et autres. Alors, donc, vous aurez compris qu'à travers donc, les décalages de ces indicateurs-là, les résultats pourraient être contestés parce que, de façon officielle, on pourrait communiquer des résultats qui tentent à faire savoir effectivement qu'on est assez efficace sur ces thématiques, tandis que dans la réalité, les communautés ne se retrouvent pas justement à travers ces déclarations. Mais nous sommes d'accord qu'il y a des défis, il y a des challenges à travers ces indicateurs communautaires. Là, je pense que mes prédécesseurs sont revenus en large là-dessus, puisqu'on pose la question de la neutralité, de l'objectivité de ces indicateurs. Puisque c'est des indicateurs qui ressortent des réflexions, des perceptions qui peuvent être influencées, parce que les gens vivent et reflètent, ou du moins ça communique leur vécu. Et quand on regarde en 2019, pendant qu'on animait le focus, c'est moi qui animais le focus, il y avait des armes qui tiraient et entre-temps les gens se sont séparés pour y venir après. Donc c'est clair que ça pose par moment la neutralité en fait de ces indicateurs. Comment ne pas être influencé en fait par ces faits-là? Aussi, il y a la légitimité de ces indicateurs qui sont parfois interrogés. Comment est-ce qu'on arrive à faire reconnaître ces indicateurs par les bailleurs?
Et pour terminer, il y a aussi la mesurabilité et la comparabilité de ces indicateurs, puisqu'ils sont contextuels, ils sont spécifiques à un contexte donné, à peut-être une question assez spécifique. Comment est-ce qu'on arrive à comparer ces indicateurs à d'autres projets mis en œuvre dans d'autres circonstances, dans d'autres contextes? Donc, mais je pense que là où nous devrions beaucoup plus nous réfléchir, c'est surtout les intérêts, parce que l'approche communautaire a des intérêts. Elle a cet avantage quand même de renforcer le dialogue entre les communautés, donc à travers une meilleure communication entre toutes les parties prenantes. L'approche communautaire a aussi cet avantage donc, de faciliter une acceptabilité des résultats de l'évaluation. Je l'ai dit tantôt, lorsque l'évaluation, les critères d'évaluation ne sont pas co-construits au départ, les résultats pourraient être contestés en fait après l'évaluation. Parce que voilà, certes vous aviez financé, vous voulez évaluer sur certains indicateurs, mais les communautés peuvent ne pas se retrouver justement dans les résultats que vous allez communiquer. Et là aussi, je parle de l'approche communautaire, cet avantage-là de faciliter ou de moins d'interroger la décolonisation de l'évaluation. C'est là où nous disons qu'il faut justement remettre la communauté au cœur de l'évaluation. Il faut qu'il passe, il faut que la communauté passe de cet acte ou de ce poste de passif à actif. Il faut qu'on construise des indicateurs, il faut écouter la voix des communautés, il faut les interroger pour accepter, ou du moins pour dénicher ce sur quoi ils voudraient être évalués. Donc, à l'issue de cette étude, nous avons trouvé nécessaire, je pense que ce qui est là, on se rejoint dans les recommandations, parce que là, nous avons trouvé nécessaire qu'il faut former les évaluateurs aux méthodes participatives, à l'identification des indicateurs communautaires. Il faut aussi créer, donc là c'est à l'égard des gestionnaires de projets, des espaces d'échange entre communautaires et gestionnaires de projets pour identifier les indicateurs les plus pertinents qui reflètent la thématique et qui reflètent aussi le contexte. Et au niveau institutionnel, nous pensons nécessaire quand même qu'il faut instaurer un dialogue pour construire les indicateurs entre les bailleurs, entre la communauté et entre les partenaires de mise en œuvre. Donc il faut renforcer l'intégration des indicateurs communautaires dans le système d'évaluation. Cela faciliterait surtout les résultats des évaluations d'effets et des évaluations d'impact qui sont beaucoup plus qualitatifs aussi. Alors donc de façon sommative, nous pourrons dire que les indicateurs communautaires offrent un potentiel considérable pour rendre les évaluations plus inclusives, plus adaptées aux réalités locales. Toutefois, leur mise en œuvre effective rencontre pas mal de défis, notamment la neutralité, la mesurabilité, la comparabilité donc, et la légitimité de ces indicateurs-là. Nous pensons qu'en mobilisant des méthodologies rigoureuses et en renforçant le dialogue entre les acteurs locaux et institutionnels, il est donc possible de maximiser l'impact et l'acceptabilité de ces indicateurs dans le système d'évaluation. Merci de votre aimable attention. Merci Daouda. Merci donc pour cette troisième et dernière présentation. Donc la présentation donc, de nos trois panélistes, qu'il y ait une question qui soit partagée afin de permettre une certaine interaction entre panélistes avant de donner la parole au public pour donc recueillir vos questions, vos suggestions et vos commentaires avant qu'on termine. Donc cela veut dire que nous allons certainement pas accuser un retard aussi considérable que le premier panel, mais nous allons certainement prendre 5 à 10 minutes parce que Soukaina a une contrainte, moi également j'ai une contrainte à 13h parce que j'ai une assemblée générale extraordinaire. Donc autant de raisons qui justifient qu'on n'aille pas au-delà des 5 à 10 minutes normalement requis pour donc, le timing initialement prévu. Alors, il y a une question destinée donc aux échanges entre panélistes et je pense qu'il y a ici autant nous nous sommes intéressés aux critères dits imposés, mais autant également des défis que nous rencontrons dans la conception et la mise en œuvre des indicateurs inhérents à une contextualisation des indicateurs pour voir un peu dans quelle mesure on pourrait initier un certain nombre de critères qui nous soient propres et qui correspondent à nos réalités et qui répondent à nos préoccupations au niveau du continent. Alors la question, c'est que donc on a constaté effectivement que vos interventions appellent à des ruptures importantes.
dans la manière dont nous concevons et menons l'évaluation, qu'il s'agisse de légitimer les savoirs communautaires, de mobiliser les approches autochtones, mais également d'intégrer des indicateurs endogènes. Je pense que Daouda a beaucoup insisté sur des recommandations qui sont relatives effectivement à cette question relative à la rigueur que nous devons apporter à la formulation des indicateurs endogènes. Alors la question que nous posons, ce n'est plus 3 minutes accordées à chaque panéliste, j'ai dit pénaliste, mais bon, c'est un écart de langage. Alors, c'est une question que nous posons à chacun des panélistes. Dans vos pratiques quotidiennes d'évaluateurs, comment ces principes endogènes s'incarnent-ils concrètement? Quelle tension, quel compromis ou quelle transformation personnelle cela a impliqué pour vous? Donc, c'est 1 minute pour chacun des panélistes au lieu de 3. Je vais couper la poire, non pas en 2, mais en 3. Je suis content de voir qu'on a touché des sujets qui se retrouvent quelque part. Je dirais pas rupture, je dirais plutôt adaptation. Parce qu'on n'invente pas, mais il faut prendre ce qui existe. Je vais distinguer 2 aspects pratiques. Le premier aspect, c'est ma contribution avec Eval Genius, qui se veut comme un réseau global, mondial, pour promouvoir beaucoup plus la déconstruction et la décolonisation de la partie évaluative. Qu'est-ce que nous faisons et comment ça se ressent? On a commencé en 2021 avec le premier projet et ce n'était pas perceptible. On avait même beaucoup de rejets parce que Eval Genius, c'est le 5e réseau d'Eval Partners, parce qu'il y a 5 réseaux. Il y a les parlementaires, il y a Gender Plus, il y a les youths, et il y a le SDG. Et je sais, j'ai oublié le dernier. Donc, c'était pas facile pour nous de nous intégrer. Mais après 2 ans, pourquoi il y avait les rejets? Les rejets, c'est même parce qu'on entrait dans un monde où, pendant longtemps, on a toujours appliqué les critères dits des bailleurs. Et on a oublié que l'évaluation est plus vieille que la pratique elle-même. On a oublié que la grand-mère qui est au village, elle sait quand planter, quand faire son champ. Elle sait quand semer, elle sait quand récolter, elle sait évaluer les récoltes au fil des années. Vous venez après, vous dites 10 ans en arrière, j'avais récolté telle quantité, j'ai vendu telle quantité. Ça, c'est bien. Deuxième aspect, au niveau des politiques, parce que c'est là où il y a aussi beaucoup de résistance, les politiques sont beaucoup plus embrigadées sur la collaboration de l'autre. Si je prends le cas des pays du Sud, en Afrique de l'Est, je parle du cas du Kenya, il était difficile pour nous de pouvoir travailler avec cette communauté, enfin avec les autorités de cette communauté, pour accepter les réclamations d'appropriation des terres. C'était visible. Donc, ici, il y avait en Asie et au Pacifique, et c'est là où il y a plus de résultats, parce qu'on a beaucoup de succès du côté de l'Asie et du Pacifique. Il y a d'abord une cohérence entre, n'est-ce pas, nos partenaires qui travaillent là-bas et les populations. Donc, il y a une coexistence. Maintenant, le deuxième aspect, c'est ma pratique individuelle, comme la question l'a donné comme évaluateur. De plus en plus, je ne fais que des évaluations complexes. Il n'est pas souvent facile de faire un obstacle à une proposition d'un thème de référence. Je prends un exemple. Au Burkina Faso, avec l'UNICEF, lorsque j'évaluais le programme pays pour la petite enfance, nous a pris 2 mois pour s'entendre avec l'UNICEF sur l'approche, malgré que l'UNICEF avait fait ce programme de 5 ans. Mais avec une perspective de construction, co-construction, c'est le mot, co-construction, on est arrivé à avoir une méthodologie qui épousait les idées de l'UNICEF et du gouvernement burkinabé pour avoir une évaluation vraiment efficace. Je pense que cette évaluation est la note exceptionnelle à la fin. À la fin, la REP était contente. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que je propose de partir de la base. On parle de la petite enfance. C'est les filles mères, c'est les jeunes, c'est les adolescents. On parle, n'est-ce pas, des logistiques qui n'existaient pas, les centres de formation qui n'existent pas, les centres hospitaliers qui n'existent pas. Donc, j'ai dit, on va partir des enquêtes des ménages de la base pour remonter et adapter notre approche méthodologique. Donc, ça veut dire quoi? Pour être bref, il faut toujours tenir le contexte. Il faut tenir compte de ce que les gens font pour pouvoir, n'est-ce pas, développer l'intervention et faire une bonne évaluation. Merci. Je vais plutôt parler d'adaptation. Je dirais que l'une des choses à laquelle ça m'a fait beaucoup réfléchir, c'est la compétence en facilitation. Parce qu'en fait, finalement, quand on est évaluateur, on n'est pas
seulement amenés à faire de la recherche documentaire, à croiser, trianguler des données papier. On est amené à aller sur le terrain et à comprendre les réalités que vivent les gens sur les terrains. Et elles sont très diverses. Et pour pouvoir réussir à recueillir vraiment l'intimité, les réseaux, comprendre la structure, le mapping de la communauté, il faut avoir des talents de facilitateur. Donc je pense que ça m'a ouvert cette voie-là de facilitation, d'une part. Et c'est vrai que les évaluations sur des projets, des programmes de base communautaire sont vraiment très particuliers. Parce que, encore une fois, ils font appel à des réalités que des fois on ignore et qu'on ne soupçonne même pas. Et il faut vraiment faire attention quand on envoie des évaluateurs sur le terrain à ceux qui ne se contentent pas d'interroger. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'interroger, d'interviewer. Il faut aussi avoir des compétences, je dirais, psychosociales qui permettent d'aller au-delà de ce qui est dit ouvertement. Donc voilà, je dirais, aller vraiment chercher à l'intérieur de la boîte noire. Et ça, ce n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir le faire, quels que soient les diplômes en évaluation qu'on a, etc. Pouvoir parler aux personnes de terrain. Standards et aussi les indicateurs communautaires. Je pense qu'ils sont complémentaires en ce sens que les indicateurs communautaires là, ont une grande portée quand on parle d'évaluation d'effet, quand on parle d'évaluation d'impact. Donc, je pense que c'est là que moi j'ai dit qu'il faut effectivement une complémentarité entre ces deux types d'indicateurs. Alors, mais pour le cas personnel, donc on demande les transformations personnelles. Oui, moi je pense que dans ma posture d'évaluateur, désormais, ou du moins après avoir vécu cette expérience-là, c'est qu'il ne faut pas aller en expert quand on parle en évaluation, il faut aller en facilitateur, parce qu'il faut dialoguer et comprendre et arriver en fait à puiser comment est-ce que les gens perçoivent ce que tu veux évaluer. Et c'est là que je trouve que tu trouveras, ou du moins ça fera sortir en fait de bons résultats. Merci bien. Côte d'Ivoire. Merci à nos panélistes, Serge Soukainatou Adama. Daouda. Ok, merci beaucoup. C'était vraiment très riche. J'ai beaucoup aimé la complémentarité de vos interventions et aussi le point central que j'ai retrouvé qui est la valorisation des connaissances locales, placer les communautés au centre des évaluations, comment décoloniser et en tout cas rendre plus accessible l'évaluation. De vos interventions, j'étais en train de me poser la question de savoir quelle est la contribution des experts en évaluation dans nos contextes pour pouvoir standardiser, paramétrer ces connaissances. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est ressorti, hein, l'un des défis est qu'on a tendance à utiliser les standards qui sont importés. Mais au-delà du fait que c'est importé, imposé par les bailleurs, je pense que aussi c'est beaucoup plus facile que de pouvoir valoriser et d'utiliser les connaissances locales et endogènes, qui ne sont pas en tout cas totalement paramétrées, totalement standardisées, et qui sont des informations ou des données, des connaissances beaucoup plus dans le cadre du soft. Ce n'est pas vraiment du hard, des choses qu'on peut quantifier facilement. Donc, est-ce qu'il y a des initiatives en cours pour pouvoir vraiment faire ça et que ça puisse être partie prenante et partie entière, et autant pour moi, des éléments qui rentrent dans nos évaluations. L'autre aspect, c'est le nerf de la guerre. Est-ce qu'on a dans nos pays l'intérêt du leadership national pour pouvoir investir dans pas seulement les évaluations, mais les programmes qui sont informés par ce type de connaissances et en plus leurs évaluations. Parce que de ce fait, la contrainte de dire que
on ne peut pas les développer, on ne peut pas les enrichir parce que les bailleurs ne les reconnaissent pas, ce n'est pas reconnu, ce n'est pas comparable. On n'aurait plus ce défi. Donc, comment mobiliser les financements domestiques endogènes pour faire la promotion, non seulement de ces évaluations, mais aussi pour faire la promotion des programmes de développement alimentés par ces savoirs, alimentés par ces besoins qui vont répondre de façon beaucoup plus réelle aux préoccupations et aux besoins qui sont liés et qui émergent de nos contextes. Merci. Merci beaucoup. Même sens que Ndei, effectivement, j'ai bien apprécié les innovations en matière d'évaluation. Maintenant, le défi, c'est, puisque les demandeurs d'évaluation, généralement, s'attendent à ce qu'on utilise les standards en matière d'évaluation. Et là, bon, ce qui a été présenté, c'est des innovations. Comment faire en sorte que ceux qui sont les demandeurs puissent, par exemple, accepter, je dirais en griffe, les résultats que vous présentez? Parce que vous n'avez, c'est-à-dire en tant qu'évaluateur, on n'a pas les moyens de pouvoir vraiment nous-mêmes faire des évaluations comme ça. C'est ceux qui sont les demandeurs, les commanditaires, c'est à ceux-là qu'on essaye d'obéir. Et malheureusement, comme ça a été un peu dit, ils ont des critères standards en matière d'évaluation. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce type d'évaluation-là puisse être accepté et surtout les résultats? Parce que les résultats, Ndei l'a dit, ce n'est pas paramétré. Donc, voilà, comment faire en sorte qu'on puisse convaincre, en griffe, les demandeurs d'évaluation. Voilà, merci. Merci beaucoup, Abdoulaziz Sissame Kakou, membre également de Eval News et puis ancien vice-président de l'Association africaine d'évaluation. Alors, ma question va à l'endroit de Madame Soukena, c'est Soukenatou. Lorsqu'elle a présenté un peu les résultats de ses travaux, j'ai eu l'impression que l'évaluation était conduite uniquement par une seule personne, alors que généralement, une évaluation, il y a au moins une équipe, sinon au moins 2 personnes. Alors, mon expérience, par exemple, en Mauritanie, où j'ai eu à conduire, n'est-ce pas, des évaluations, j'ai eu la chance d'avoir, disons, un assistant au niveau local, et cela m'a permis de pouvoir, lorsque nous étions, n'est-ce pas, dans la région très très éloignée, de mieux comprendre en tout cas les réalités du terrain et puis de pouvoir mieux rédiger, n'est-ce pas, les différents rapports. Mais lorsque je vous entends parler, j'ai l'impression que en fait, l'évaluation est conduite par une seule personne, alors que sur le terrain, vous pouvez également aussi avoir des personnes ressources à qui, n'est-ce pas, s'adresser. Maintenant, pour revenir sur les questions d'indicateurs ou bien de questions évaluatives, alors je sais que par exemple, les thèmes de référence sont rédigés pas par l'évaluateur, mais d'un premier temps par le commanditaire. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un travail préalable à faire par le commanditaire afin de construire, n'est-ce pas, toutes ces questions évaluatives, de sorte que lorsque l'évaluateur va arriver, il puisse certainement améliorer, mais pas vraiment reprendre tout le travail déjà réalisé? Voici un peu mes 2 préoccupations. Merci. Membre du RIS, Côte d'Ivoire. Première question, les interventions, j'aperçois 2 éléments. Il s'agit d'une évaluation des projets de la communauté ou d'une évaluation à base communautaire, lequel exercice va impliquer les acteurs locaux. Mais la question fondamentale, et j'ai besoin de votre avis là-dessus, la question des référents. Parce qu'une évaluation l'a fait pour comparer les résultats projetés et les résultats obtenus. Et généralement, quand c'est un projet, ces éléments-là sont identifiés. Mais quand on rentre dans la communauté, on a une dynamique. On peut ne pas avoir ou tomber sur ceux qui avaient participé peut-être à l'élaboration ou ceux qui ont participé peut-être à la collecte des données lors des études du baseline, et on se retrouve peut-être avec de nouveaux acteurs. Est-ce que c'est question de référents, même surtout les questions d'opinion, les questions de ressenti
des populations quand il s'agit d'un projet dans la communauté. Est-ce que tous ces éléments-là ont été pris en compte? Un autre élément important, c'est la question de la mobilisation, la stratégie de mobilisation des acteurs locaux pour une participation active au processus de développement. Est-ce que toutes ces questions-là ont été prises en compte dans l'exercice, dans les expériences que vous avez eues à vivre? Merci. Abdelaziz, peut-être. À satisfaire un peu tout le monde. Je pense que l'évaluation, être évaluateur, en fait, c'est un acte politique. Donc, en fait, quand on fait de l'évaluation, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est jamais neutre. Selon l'angle de vue qu'on décide de prendre. Et finalement, être évaluateur, c'est aussi quelque part, de manière subtile, faire un plaidoyer. Comment? Notamment dans le reporting, dans les rapports d'évaluation, il est toujours possible de visibiliser l'invisible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des rapports en santé communautaire, par exemple, que je fais, je visibilise le travail des Badjenungor. Je visibilise le travail des relais communautaires. Et je pense notamment à une évaluation transversale qui a été faite l'an dernier par Expertise France, qui est avec nous aujourd'hui, et qui justement avait pour but de capitaliser et de rendre visibles les réalités de terrain en évaluation en santé communautaire. Et ils ont tenu compte de toutes ces personnalités, de tous ces agents non visibles dans leur prochain cycle de programmation. Donc ce n'est pas figé, c'est une question aussi, comme je disais, de savoir et de manque de savoir. Si on ne dit pas, les gens ne sauront pas et ne pourront jamais intégrer dans leurs initiatives. Par contre, si dans nos recommandations, en tant qu'évaluateur, on met l'exergue là-dessus, ça pourra se faire. Et donc, effectivement, quand on est en équipe, on essaye d'avoir quelqu'un de local, de la même façon que avant, on ne parlait presque jamais d'évaluation menée par les jeunes, avec les jeunes. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Et moi, continuellement, de manière assez automatique, j'intègre un jeune, une jeune dans mes évaluations. Voilà. Et peut-être que dans quelques temps, on parlera des évaluations menées avec la Badjengor, voilà, qui elle-même fera les évaluations. Donc c'est quelque chose qui peut se faire progressivement, de manière subtile, et je pense que l'évaluateur, oui, a un rôle politique à jouer, une sorte de plaidoyer à faire dans la manière dont les données sont rendues. Voilà, et donc je pense que j'ai répondu globalement. La première partie de votre intervention, oui, je fus parmi les pionniers, je peux dire les cobayes, pour évaluer les premiers programmes de la politique féministe du Canada. La politique féministe qui a commencé en 2017. Et donc, juste 2 ans après, je fais partie de ceux qui ont... J'avais le Soudan pour évaluer. Et la politique était en phase de test avec son approche. Et une approche qui était centrée beaucoup plus sur l'appui aux femmes. Mais ça ne tenait pas compte du contexte du Soudan du Sud dans l'approche méthodologique. En ce sens que j'avais pour mon homme dit qu'il faudrait que tu aies 50% de cibles dans ton approche. Donc, en faisant en remontant, n'est-ce pas, une analyse synthétique du programme lui-même, on est revenu à la conclusion que non, cette proposition ne pouvait pas passer. Donc ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est aux Nations Unies, avec le fameux cas de coopération. De plus en plus, ils ont tendance à multiplier plusieurs approches dans une même évaluation. Et parfois, c'est inutile. Donc, 1 ou 2 exemples avec l'évaluation comme ça en Ouganda ou au Burkina, nous sommes arrivés à considérer juste 2 approches. Parce que c'est un cas de coopération qui est multi-acteur, multisectoriel, multithématique. Une méthode comme l'analyse de contribution, couplée à l'approche participative, est assez suffisante. Parce que l'analyse de contribution permet de voir la contribution de chaque agence prise individuellement, y compris également des différents autres acteurs comme les donneurs, les bailleurs de fonds, des acteurs étatiques et surtout les partenaires de mise en œuvre. L'analyse de contribution permet donc de remonter où est-ce que chaque acteur a contribué à quoi et comment. Et l'approche participative permet d'intégrer tous ces acteurs ensemble pour faire une évaluation efficace. On a de bons exemples. Et maintenant, revenons sur est-ce que ces savoirs sont documentés, est-ce que c'est poussé? Oui. 2 pays que je vais vous citer. En Tanzanie, déjà, ça a commencé en 2015 en Tanzanie. Il y a un centre du savoir qui est connecté à l'université de Dar es Salaam. Notre collègue Amas, parce qu'aujourd'hui, ils sont arrivés non seulement au certificat de connaissances, au master à l'université.
en utilisant aussi les enseignants locaux pour transmettre ces connaissances. Donc, voilà un exemple. Au niveau du Mali, il y a le centre du savoir qui est au Mali, mais qui de plus en plus pour les questions politiques n'était pas utilisé. Je vous parlais, n'est-ce pas, des manuscrits anciens. Lors de l'évaluation du programme de l'UNESCO en 2018, on a eu l'occasion de visiter le centre de savoir et recommander au gouvernement d'impliquer ce centre de savoir dans la planification de son plan de développement. Donc voilà 2 exemples. Maintenant, M. Directeur Dia, avec la question d'utilisation. J'ai commencé mes propos au début de ma présentation pour dire on laisse souvent à côté ce qui est simple pour ce qui est loin. Ça veut dire quoi? Comment pousser l'utilisation de ce qu'on fait? On néglige toujours ce qu'on appelle l'analyse des parties prenantes. Cette étape préliminaire dans une évaluation. L'analyse des parties prenantes importe et aide à ce que d'abord les parties prenantes sont identifiées, ceux qui vont utiliser l'évaluation, comment ils vont participer, leur rôle et responsabilité, à quel niveau ils vont intervenir et les garder pendant tout le processus. Les experts ont montré que les évaluations, on a bien rigoureusement appliqué l'analyse des parties prenantes, montrent que l'évaluation est plus utilisée parce que chaque acteur pré-identifié avec son rôle se retrouve dans l'évaluation et se sent obligé, je dirais comme ça, il y a une sorte de compromis de respecter et d'utiliser parce que tout est établi au départ et chaque acteur connaît où se trouve son niveau. Pourquoi? Parce que si on prend les décideurs, c'est beaucoup d'évaluations bloquent ou bien trouvent des contraintes parce que les décideurs, comme nous le savons tantôt, ça s'arrête à ce niveau-là. Donc, l'analyse de parties prenantes, c'est l'un des outils, je ne dirais pas que c'est le seul outil, qui permet, n'est-ce pas, de promouvoir l'utilisation des évaluations. Et enfin, je vais m'arrêter là, passer à Daouda. Pour la question du frère à la fin, non, cette approche n'utilise pas seulement les méthodes qualitatives. C'est l'impression. Non, ça utilise aussi les méthodes quantitatives, mais pas de la manière dont la pratique traditionnelle, ou bien on dit pratique occidentale, le fait. Ça le fait parce que dans nos communautés, ils ont des approches de count. Ceux qui ont fait la MAP, ou bien les Rapid Analysis Assessment, comme on dit ça en français, les méthodes accélérées de recherche, c'est ça, hein? Là, exactement. Il y a des outils quantitatifs comme par exemple le truc de vente où on se retrouve, on fait, n'est-ce pas, le quanti. Donc, ce n'est pas seulement ça. Donc, peut-être plus tard, on pourra continuer pour les questions de temps. Je vous passe le micro à Daouda. Merci beaucoup. Je pense que la balayé une grande partie des questions et aussi à Serge. Là où je vais peut-être aussi ajouter, c'est de façon globale, notamment le rôle des évaluateurs. C'est vrai que mon intervention, il est beaucoup plus... quand on me suit, moi je parle des indicateurs communautaires. Et quand on parle d'indicateurs, c'est beaucoup plus en amont du projet. Donc, comment on définit ces indicateurs pour faciliter peut-être l'évaluation après. Donc, c'était beaucoup plus adressé aux bailleurs, c'est une interpellation. Mais les évaluateurs ont leur rôle justement en phase évaluative. Parce que l'autre l'a dit, dans la méthodologie, quand on propose, il faut associer en fait des approches. Il faut associer des approches. Donc, et dans le cadrage, il faut arriver aussi à convaincre, ou du moins à faire savoir les partenaires cette méthode-là. Et pour les partenaires, quand on regarde, pour eux, c'est quoi? Vous voyez que les indicateurs communautaires ont une richesse pour évaluer les effets, pour évaluer les impacts. Et surtout, pour évaluer la redevabilité. Et aujourd'hui, on parle beaucoup plus de redevabilité et de redevabilité. Donc, il faut arriver à coucher une approche qui met en exergue que ces approches-là vont pouvoir nous amener à évaluer en fait les effets de votre intervention, les impacts de votre intervention et aussi beaucoup plus la redevabilité de votre intervention. Et j'en donne pour exemple, quand on prend aujourd'hui dans le domaine de la sécurité alimentaire, lorsqu'on évalue, voilà qu'aujourd'hui on apprécie aussi le score de diversité alimentaire. Mais c'est les expériences vécues dans notre pays avec les communautés qui ont amené à prendre en compte ces indicateurs-là, notamment en Afrique du Sud. Où, voilà, pour les communautés, c'est bien d'avoir 3 repas par jour, mais c'est aussi bien de savoir qu'on mange différemment en fait, les 3 plats au cours de la journée. Quand vous prenez aussi dans le domaine du WASH, oui, c'est bien, on va peut-être développer un projet, on va dire, OK, nous allons apprécier le projet, notamment sur le nombre de forages qu'on aura mis en place, alors que les communautés, pour eux, ce n'est pas le nombre qui importe, mais c'est beaucoup plus le temps qu'ils passent pour avoir l'eau qui est important. Donc, je pense que c'est là où il faut coucher une approche qui fait savoir que quand même on peut être assez redevable avec les indicateurs communautaires. Et je joins également Serge pour dire que ce n'est pas que qualitatif en fait les indicateurs communautaires. C'est bien quantifiable.
Donc, il faut coucher peut-être une méthode, une rigueur. Comment on collecte ces informations et comment on score ces indicateurs-là. Donc, lorsqu'on arrive à faire savoir que ces indicateurs peuvent être scorés, donc on passe du quali au quanti. Et c'est fort appréciable lorsqu'on arrive en fait à associer ces approches-là. Donc, pour la question des fonds, bon, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est difficile quand on n'a pas les fonds, peut-être déjà de tout de suite et maintenant développer des indicateurs et déposer. Non. Mais je pense que les évaluateurs ont un rôle, si en amont ils sont sollicités pour développer les projets, c'est d'arriver à faire savoir les indicateurs communautaires, les perceptions sur la thématique. Mais au cas contraire, s'ils ne sont pas associés dans la phase constructive, qu'au niveau de l'évaluation, au niveau du cadrage, ils puissent coucher une approche mixte, voilà, qui permet quand même d'évaluer ou du moins de prendre en compte les perceptions de communauté. C'est là que je voudrais peut-être m'arrêter, parce que je pense que Serge a parcouru l'ensemble des questions. Merci beaucoup. Nous sommes égorgés par le temps. Je pense que les différentes interventions, c'est vrai, de confirmer cette préoccupation qui est relative à l'utilisation de nos connaissances locales, des savoirs locaux. Mais je pense qu'il y a également cette préoccupation relative à la gestion des connaissances, à leur capitalisation, pour leur documentation, en vue de créer, disons, une démarche rigoureuse qui permettrait certainement de prendre le relais par rapport aux indicateurs qui nous sont, disons, imposés, entre guillemets, conformément au titre de notre panel. Et également toutes les préoccupations relatives au financement. Et là, il faut réfléchir effectivement aux ressources endogènes. Et ça me rappelle un peu ce souverainisme qui est relatif un peu au financement endogène de nos activités sur le plan du développement. Je pense que c'est une préoccupation. Aujourd'hui, avec le contexte de mutation qui s'est opéré avec la disparition des financements du développement venant de la coopération internationale, à quelque chose de malheur et bon, nous allons réfléchir de manière endogène comment réfléchir, comment faire une introspection pour voir. Et ces ressources, elles existent, elles sont disponibles, mais nous n'avons jamais, disons, réfléchi de manière approfondie. Je pense que le nouveau management au niveau de la BAD, n'est-ce pas, l'arrivée au pouvoir d'un certain nombre de jeunes, de certain nombre de patriotes, n'est-ce pas, sont en train d'apporter les changements qu'il faut. Je pense que c'est extrêmement important. Merci à nos panélistes. Merci également au public qui nous a accompagnés à travers les différentes questions et préoccupations. Et donc, je voudrais donc clore sur ce panel en espérant que nous avons tiré beaucoup de leçons apprises, n'est-ce pas, des différents échanges que nous avons partagés ici à travers ce panel dont la thématique nous interpelle, nous tous. Je vous remercie de votre aimable attention et donc vous souhaitez également un bon appétit.